Pour nous, nous restons dans la ligne qui a été faite par notre président d'être dans l'union sacrée politicien. Parce que un homme d'État, c'est celui qui pense sur la génération à venir. Un politicien, d'abord, il pense. Les grandes lignes d'actualité, c'est sur Congo Canal 26. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces numéros où nous parlons et nous développons l'actualité ensemble avec notre invité. Pour ces numéros, je reçois pour vous Monsieur Ousmane Kassadi, qui est cadre du RCDN de Roger Lumbala. Monsieur Ousmane Kassadi, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Très heureux de votre invitation. Je pense que la présentation a été correcte. Oui, très correcte. Et j'ajoute aussi, je suis fondateur de Génération Révolutionnaire et Républicaine, une plateforme politique qui exerce déjà depuis déjà 2 ans dans notre pays. Oui, monsieur Ousmane Kassadi, aujourd'hui nous allons développer l'actualité du pays et prendre les grandes lignes de l'information. Aujourd'hui, comme nous le savions, le gouvernement en attente, nous sommes encore en attente jusqu'à quand? Et vous, du côté RCDN, qu'est-ce que vous attendez du prochain gouvernement? Merci beaucoup. Nous félicitons le président de la République, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, qui a nommé un nouveau gouvernement après 2 ans. 2 ans qu'il a travaillé sans suite favorable par rapport à ses promesses qu'il a promis à la population pendant la campagne. Et il a vu bon qu'il puisse vraiment dissoudre avec les gens de ses alliés de l'FCC, Front commun pour le Congo de l'ex-président Joseph Kabila. Alors, nous, DRCDN, depuis l'arrestation de notre leader en France, le 23 décembre jusqu'à aujourd'hui, notre souhait, c'est d'abord que le président de la République puisse s'impliquer parfois de manière personnelle pour que la direction antiterroriste de France puisse acquitter notre président. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été condamné. On n'accepte pas qu'il puisse être jugé, qu'il puisse parfois éclairer sur ce qu'on l'incrimine. C'est dans ce sens-là. Mais pour le prochain gouvernement, que le Premier ministre lui-même a dit que ce sera un gouvernement du Wario, bon, nous leur souhaitons bonne chance, mais que ce soit un gouvernement des gens qui ont les soucis. Malgré l'arrestation et sa détention au niveau de l'Europe, vous appuyez toujours la vision du chef de l'État? Oui, merci. Nous appuyons la vision du chef parce que nous n'avons pas suivi l'homme. Nous avons suivi l'idéologie et sa vision. Alors, quelle que soit l'arrestation de notre leader en France, pour nous, nous restons dans la ligne qui a été faite par notre président d'être dans l'union sacrée, de soutenir la vision du chef de l'État. Mais nous avons l'espoir que notre président sera libéré. Et nous espérons que le prochain gouvernement qui va sortir très bientôt, il y aura quand même des figures du RCDN, pourquoi pas? Merci. Dans notre parti, nous avons des cadres très compétents qui sont capables de gérer les institutions de la République. Si le président de la République et son Premier ministre voient bon parmi nos cadres, ils choisissaient l'un de nous, ça sera très avantageux pour d'abord la République, servir la République et le reste après. Oui, ce gouvernement, chers internautes, chers abonnés, vous qui nous suivez partout, ce gouvernement en attente, M. Ousmane Kassadi, aujourd'hui, le Premier ministre étant jeune, comme vous êtes aussi également jeune, est-ce qu'il faut miser sur la jeunesse ou il faut renouveler seulement la classe politique? Parce que les gens confondent l'âge et l'idéologie politique. Parce que renouveler la classe politique, c'est aussi renouveler certains vieux loups qui n'ont pas une jeunesse politique en eux. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Premier ministre peut réussir son gouvernement avec les jeunes? Merci. L'essentiel, ce n'est pas de nommer les jeunes. L'essentiel, c'est d'abord de voir quels jeunes qu'on peut nommer. Ce n'est pas parce que nous faisons le bruit dans les plateaux, dans des émissions, nous les jeunes voulons avoir une part, nous les jeunes non. L'essentiel, c'est d'associer ceux qui ont travaillé parfois à la Première République, Deuxième République, Troisième République et Quatrième République aujourd'hui, s'associer aux jeunes qui ont une vision, qui ont une détermination et la bonne maîtrise sur la gestion de la chose publique. Ce n'est pas nommer n'importe qui un jeune parce qu'il a fait beaucoup de bruit, parce qu'il est le neveu de telle personne. Nous voulons seulement renouveler le gouvernement. Non, l'essentiel, ce n'est pas de renouveler. L'essentiel, c'est de voir qui mérite pour travailler pour la République.
C'est ça mon souci. Mon souci, c'est de voir qui mérite pour servir la République. Et parfois, on peut dire, non, non, Ousmane, aujourd'hui, vous êtes compétent d'être ministre des Affaires étrangères. Oui. D'abord, pendant mes arrières années, j'ai exercé parfois quelle fonction pour parfois être ministre des Affaires étrangères. Pour être ministre des Affaires étrangères, il y a d'abord les préalables. Parfois vous avez fait les études en relations internationales, vous avez parfois une bonne maîtrise. Comment relier les relations entre la RDC et d'autres pays? Comment parfois nouer, élargir un cercle de bonnes connaissances avec les tiers partout au monde? C'est dans ce sens-là que nous demandons parfois au prochain gouvernement qu'on puisse nommer des ministres. D'abord, un ministre qui a d'abord le souci du peuple, et un ministre qui a la volonté et qui... Bon, nous savons que la vision du chef de l'État est bonne. D'abord, c'est le social du peuple. Tous nous connaissons. Mais chaque ministre, d'abord, avant qu'il puisse prendre les fonctions, il a d'abord son agenda de ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire et ce qu'on lui propose de faire dans les domaines, dans les ministères où il va occuper. S'il réussit en marchant dans la vision et la vision du chef de l'État, ça sera pour l'avantage de la population congolaise. Et M. Ousmane Kassadi, ces jeunes et vieux qu'on aura ensemble à former le gouvernement avec eux, doivent nécessairement sortir des partis politiques parce que nous l'avions vu avec les gouvernements précédents. De 2001, 2006, 2007, 2013, 2018 et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours les membres au sein du gouvernement qui, la quasi-totalité, la majorité de ces membres qui sortent des partis politiques. Est-ce qu'il faut continuer avec cette allure-là où ces gouvernements à venir, on peut aussi prendre les gens qui ne sont pas baignés dans les mouvements politiques, dans les partis politiques, dans tous ces jeunes et vieux qui sont aussi indépendants mais compétents. Ils peuvent aussi trouver leur place au nouveau gouvernement. Merci. Vous savez ce qui tue parfois le développement en Afrique? Là, je parle de manière générale en Afrique. C'est parce qu'on compte toujours sur les politiciens. L'homme politique, il faut faire la différence parfois entre un politicien et un homme d'État. La plupart actuellement, notre Afrique n'a pas encore eu les hommes d'État. Les hommes d'État, si vous essayez un peu de comparer les gens de 1960, les gens de 1950, 1970, ils n'avaient pas un grand niveau d'études, mais ils avaient la sagesse de prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir, c'est-à-dire penser sur la génération, penser sur nous qui allaient naître en 1980, 1990, 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Ces personnalités-là avaient une façon de faire les choses et de voir les choses. Alors nous d'aujourd'hui, dans notre pays, c'est rare de distinguer un homme d'État et un politicien. Parce que un homme d'État, c'est celui qui pense sur la génération à venir. Un politicien, d'abord, il pense qu'il s'achète d'abord une maison à Lemba, qu'il s'achète une maison à Gombe, qu'il se promène dans des véhicules luxueux. Et c'est dans ce sens-là que notre pays n'avancera jamais. Et si on compte toujours sur l'homme politique, non. Dans d'autres pays, on ne compte pas surtout sur les hommes politiques. On recourt parfois dans d'autres institutions. On dit non, on organise un concours. On dit non, dans tel domaine, nous avons besoin de... On recrute des jeunes compétents, des gens capables et soucieux pour le développement du pays. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dire que parce que tous nous sommes en politique, nous faisons la politique, on doit toujours penser pour développer la République avec les politiciens. Non, non. Qu'on ne compte pas cela. On doit aussi compter sur les jeunes, des entrepreneurs, des gens qui ont les soucis dans tous les domaines. Ce n'est pas la politique qui doit primer, ce n'est pas la politique qui doit vraiment contrôler. Et quelque chose on dit que la politique contrôle tout, mais on doit aussi miser sur les expériences dans notre domaine. Ce n'est pas toujours parce que les gens qui sont en politique... Pour équilibrer la balance. Pour équilibrer la balance, on doit faire les choix dans d'autres institutions. Oui, M. Ousmane Kassadi, les gouvernements avec beaucoup de défis qui attendent ces prochains gouvernements, notamment les défis sécuritaires. Il y a dissipé, il y a eu mort de l'ambassadeur de l'Italie au sol congolais à Goma. Ça prouve suffisamment que le pays est en insécurité. Donc, les défis sécuritaires attendent ces prochains gouvernements. On a aussi, comme on dit, le social qui est la chanson quotidienne des Quinoises et des Congolais en général.
ce gouvernement va vraiment amener les Congolais à un niveau de développement social et à atténuer ou ne pas, pourquoi ne pas parler, je disais, de l'éradication de la guerre de l'Est et ramener la paix au Congo. Est-ce que ce gouvernement va défier? Merci. Parlant sur la sécurité dans notre pays, bon, d'abord moi-même, nous avons échangé avec mon président avant qu'il s'en aille en France, qu'il soit arrêté. Le président Roger Lumba. Le président Roger Lumba, là, il avait donné son cahier des charges que nous avons analysé ensemble dans notre bureau politique et il est allé présenter ça au chef de l'État pour que la paix revienne à l'Est. C'est un problème d'abord, l'amour du pays. C'est-à-dire moi Namboka. Sans oublier, j'ajouterais, il y a aussi les défis économiques. Avec les taux qu'on ne sait pas si un jour on va vivre encore avec les taux des 80, comme à l'époque de Kabila Lepère. Le problème, c'est d'abord, je parle d'abord de la sécurité. Le problème, c'est que pour pacifier la paix à l'Est, on doit nommer des gens qui sont compétents, des origineurs. Nous ne pouvons pas parfois endurcir les coups chaque fois. Et nous comptons sur la diplomatie internationale non plus. Ça montre d'abord l'incompétence de notre État. Les voisins, nous connaissons très bien que les rebelles sont les rebelles ougandais, rwandais, qui entrent dans notre pays. Et ils font tout ce qu'ils font là, les désarrois, les jérémiades d'Atoum. Les ADF, les FDLR. Tous ces groupes armés là qui sont en train de faire à l'est du pays, et tout cela, moi je donne l'erreur à notre État. Si notre État ne doit pas compter sur la diplomatie. Il y a d'autres choses, il doit accélérer. C'est-à-dire court-circuit comme notre secrétaire permanent du PPP. Éteindre les faits par les faits. Oui, éteindre les faits par les faits. Les choses d'amener la diplomatie, là, ça retarde les choses. Ça diminue d'abord l'autorité de l'État. Parce que combien de millions de Congolais qui sont morts? Et quand vous me parlez d'abord de l'ambassadeur italien, je ne vois pas vraiment quelque chose de spécial que je dois me condoléances à sa famille. Mais l'essentiel d'abord, c'est sauver par rapport à tous les Congolais qui sont tués à l'Est. J'ai combattu d'abord avec mes frères congolais qu'on a tués depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui. Alors, si l'ambassadeur est tombé dans la biscade, ça c'est son affaire. Il avait sa mission, parfois qu'il n'était pas connu à Kinshasa quand il est allé. Alors cela ne doit pas vraiment être comme une actualité non plus, parce que chaque jour, et avant-hier même, on a tué des Congolais à Rutshuru et Beni. J'ai eu les informations de la part de mon vieux qui est porte-parole de l'armée là-bas. Je lui ai dit, mais mon vieux, qu'est-ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui? Vous ne pacifiez pas la paix à l'Est. Il dit, il y a une autre politique très puissante et ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est au gouvernement national qui a Kinshasa de réfléchir, de s'asseoir avec parfois tous les seigneurs de guerre qui ont combattu à l'Est. De s'asseoir avec des hommes qui ont l'amour, des gens qui ont combattu pour la République. Là, la paix peut revenir. Parlons sur le social, l'économie du pays. L'économie du pays, parfois, le mal, c'est parce que toute notre économie est tournée vers l'extérieur. En nous, nous n'avons pas parfois toutes les institutions qui sont gérées par les gens qui n'ont pas une bonne maîtrise, selon moi. Les gens qui n'ont pas une bonne maîtrise. La diaspora aussi en fait partie. Bon, la diaspora en fait partie, c'est un point encore très capital que je vais parler. Le problème de l'économie politique qu'on doit donner, c'est-à-dire la responsabilité aux hommes et femmes qui sont capables de relever l'économie de notre pays. On ne peut pas nommer parfois, parce que Jonas a fait l'économie, on a le nommé ministre de l'économie comme Madame Akasse. Madame Akasse, oui, elle a été dans de bonnes universités en Europe, mais ce n'est pas le nom de l'université qui va nous impacter. Elle a travaillé. Les œuvres sur terrain. C'est les œuvres sur terrain. Depuis qu'elle a été nommée ministre de l'économie, qu'est-ce qu'elle a fait? À part publier les photos sur les réseaux. On voit des tournées et elle était à l'intérieur du pays et elle a parcouru les provinces pour voir comment est-ce que les mamans vendent au marché. On a vu ses actions. Moi j'appelle ça le tourisme. Elle a fait le tourisme parce qu'elle a fait beaucoup d'années en Europe. Comme elle est aux affaires aujourd'hui, ministre de l'économie, elle doit faire le tour pour voir le Congo profond. Ce n'est pas pour stabiliser, pour faire une étude générale et venir à Kinshasa pour s'entourer de vrais économistes pour qu'ils puissent relever. D'abord, qui était son directeur de cabinet? C'était son jeune frère qui était médecin, directeur de cabinet du ministre de l'économie. Qui était également tué avec au début de la pandémie. Oui, il était décédé de la maladie Covid. Un médecin qui devient directeur de cabinet du ministre de l'économie.
Il va amener l'expérience de la médecine en économie ou bien il va apporter quoi? Voilà maintenant ce qui tue le pays. Parlant de la diaspora, là j'entre directement dans la maison du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Là, on a la majorité de ceux qui viennent de l'autre côté. Monsieur le Président de la République, en passant, je vous salue et je vous suggère que ne comptez pas sur la diaspora. Ce n'est pas parfois le nom de l'université qui doit vous impacter. Quelqu'un peut avoir là étudié à l'université Paris 1, Sorbonne, Liège, consort. Mais ce n'est pas l'université qui fait l'homme. C'est l'homme qui se fait par rapport à ce qu'il a acquis comme connaissance. Parfois, il peut avoir là étudié à l'université de Paris 1. Moi qui ai fait des études à l'ISP de la Gombe, à l'ENIKIN, à l'IEC, à l'université Révérend Kim, je suis plus expérimenté, plus intelligent que celui qui a étudié parfois à l'université de Sorbonne et consort. Alors, vous devez essayer de mélanger les technocrates, c'est-à-dire les gens qui ont une bonne maîtrise dans la gestion, dans l'administration, c'est-à-dire ils doivent vous entourer pour sauver la République. Il vous reste une année, il vous reste 1023 jours. Je ne sais pas. Là, vous comptez. Je compte chaque jour. Vous avez votre calculatrice pour compter les jours qui restent. Il lui reste 1023 jours. Je ne sais pas dans 1023 jours, avec le gouvernement Sam, est-ce qu'ils vont réussir à faire sourire la population congolaise à 100%? Je me demande, bon, on laisse 3 points de suspension, la vie continue. Parlons, entrons seulement dans votre élan de critiquer les actions sur terrain. Les gouvernements qu'on attend a beaucoup de défis, mais les gouvernements sortants également avaient les défis. Mais est-ce que le président de la République, avec son équipe gouvernementale, a pu faire le nécessaire pour y en arriver? On sait très bien qu'il dira, bon, il a été freiné par les Fonds communs pour le Congo, etc. Il y a l'Union sacrée. Mais quand même, le gouvernement qui sort, les gouvernements sortants, je disais, n'a pas pu aussi faire le nécessaire pour ouvrir les chemins. On voit aujourd'hui les procès spectaculaires, les uns qui sont encore intouchables, les autres qui sont facilement touchables. Est-ce qu'il faut dire que le gouvernement, maintenant, ne doit pas retomber, disons, le gouvernement à venir ne doit pas retomber aux erreurs du gouvernement actuel? Ça, c'est une bonne question, mon frère. Mais bon, ce que moi je déplore, c'est de voir la politique congolaise, elle est un peu tournante. C'est comme une permutation politique que moi j'appelle. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu n'étais pas aux affaires, si tu es député, demain on te nomme ministre, tu laisses le ministère, tu laisses la députation, les mandats donnés par le peuple, tu deviens ministre. Si demain on renouvelle les choses, tu pars au Sénat, ou bien tu es dans un cabinet d'un homme qui était votre ami. Ce que moi je déplore, nous ne devons pas parfois créer des germiades inutiles pour dire que les social, le peuple, le gouvernement passé de la coalition FCC-CACH a échoué. Non, non. Il faut donc les actions. Ce n'est pas les discours. Le problème, c'est que le chef de l'État essaie au moins d'être un homme calme, comme parfois Joseph Kabila était trop calme. Il ne doit pas trop... Sans mots, mais les actions. C'est-à-dire, on doit parfois être calme des fois et que les gens puissent applaudir de vous. Notre président exagère avec des promesses trop kilométriques. Notamment l'installation à l'Est, l'installation du quartier général des FARDC, la stabilisation de la monnaie, etc. Donc, beaucoup de promesses non réalisées. C'est quelque chose que moi je peux l'applaudir, c'est dans le domaine des transports qu'il a essayé de réussir. Il a réussi très bien. On a d'abord réhabilité les routes pour que les nouveaux bus qu'il a achetés, pour nous la population... Avec les sauts de moutons. Avec des sauts de moutons, bon, je les félicite en passant parce qu'il a essayé d'innover quelque chose parfois que nous ne savons pas. Mais la résolution, ça n'a pas résolu les problèmes des embouteillages à Kinshasa. On souffre tous les jours, donc vous en êtes témoin. C'est ça le problème que nous avons dit. Quand vous êtes entouré parfois par les gens qui vous appellent de la diaspora, que les gens qui ont beaucoup d'ambition. C'est-à-dire, ils sont capables de vous dire aujourd'hui que nous allons transformer Kinshasa en Allemagne. Et tant que pour parfois transformer Kinshasa en Allemagne, ça demande des stratégies, des gens expérimentés et des années et les moyens.
Mais eux-mêmes d'abord consomment les moyens qui est de la République, plus que ce qui est... On a vu les dépassements de plus de 100 millions. Alors, bon, sur ce point-là, je ne peux pas parfois mettre un débat parce que tous nous suivons et nous voyons ce qui se passe. Alors, ce que nous suggérons parfois au chef de l'État, c'est d'avoir d'abord, d'essayer de s'entourer de bonnes personnes. Si d'abord son cabinet est entouré par de bonnes personnes, le gouvernement aussi aura vraiment un bon élan. C'est dans ce sens-là. Parfois, nous créons des jérémiades nous-mêmes. Non, il a échoué avec le gouvernement du professeur Hilon Kanda. Non. C'est lui-même parfois qui est à la base. C'est lui-même de donner une ligne de conduite. Monsieur le tel ministre, dans ton domaine, j'entends ça. Il est instruit au progrès général. Pourquoi dans les dossiers 100 jours, quel que soit Vital, il n'est pas en prison, nous savons que Vital Kamerhe n'est pas en prison, il est quelque part dans un palace bien assis là, climatisé, où il est en train de faire tout ce qu'il veut. Mais l'essentiel, c'est ce que nous demandons. Le chef de l'État doit essayer de mettre un peu une logique dans ce qu'il fait. Il doit gérer la République comme quelque chose de bien commun. Pour les bénéfices de tous. Pour que dans les générations à venir, que son nom soit inscrit dans l'histoire. Que son nom ne soit pas parfois inscrit comme 5e président de la République, mais qu'il soit inscrit avec les œuvres. Oui, quittons ces gouvernements qu'on attend, qu'on n'a pas encore vu, on ne sait pas la physionomie, la philosophie de ces gouvernements. Parlons maintenant de ce qui est en dehors du continent. On a un président à la tête de l'Afrique qui est congolais, avec tant de problèmes dans son propre pays et tant de problèmes dans les pays de l'Union africaine. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe ailleurs, comme le cas du Sénégal. Est-ce que Félix Tshisekedi va gérer la crise en Afrique et en même temps dans son propre pays? Merci beaucoup. Je le félicite depuis le 7 février qu'il a été élevé à la tête de l'Union africaine par ce père. C'est une bonne chose dans notre pays, comme il est deuxième personnalité après Mobutu. Mobutu a aussi dirigé cette institution. Après 50 ans. Mobutu a dirigé en 1968. Aujourd'hui, c'est en 2021 que Félix y dirige. Oui. Le problème important d'abord, c'est quoi? C'est se demander, oui, il est à la tête de l'Union africaine. Je félicite d'abord son cabinet qui est dirigé par le professeur Ntumbalaba, quelqu'un qu'on connaît bien. Il a une bonne maîtrise sur les relations en Afrique avec les différents présidents qui ont été à la CGRL. Le problème d'abord, c'est réussir d'abord dans ton pays avant que vous puissiez parfois donner de bons conseils. Ce qui se passe au Sénégal, le président Macky Sall est d'abord à son plein mandat. Et à son plein mandat. Nous savons, les bruits ne manquent pas pour les opposants africains. On aime beaucoup créer des débats. Mais même aux États-Unis, ça arrive. Oui, mais ça c'est un pays qui a une vieille démocratie. Une forte démocratie. Il y a une forte démocratie. Quelque chose qui s'est passé en janvier, nous félicitons quand même. Mais ce que nous demandons, ce que nous voyons en Afrique, ce qui se passe au Sénégal, les présidents de l'Union africaine doivent vraiment envoyer des émissaires pour qu'ils puissent échanger avec l'opposant et le président en fonction. Parce qu'il va prêcher aussi l'exemple ici au Congo pour sa réussite à la tête de l'Afrique. C'est ce que vous voulez dire. Exactement. D'abord, c'est prêcher, essayer d'abord de réussir. Si parfois il n'essaie pas de réussir d'abord dans son pays, l'échec sera aussi en Afrique. Son mandat vraiment ne sera pas inscrit comme le meilleur dirigeant, comme c'était à l'époque de Persona Muammar el-Kadhafi qui a été tué pendant son exercice de pouvoir comme président de l'Union africaine. Bon, il doit miser comme ça s'est fait en 2001, quand il y a eu les groupes armés à l'est du pays. C'est l'ex-président nigérian, Obasanjo, qui était venu discuter avec les rebelles et les gouvernements de l'époque. Comme nous avons vu la crise de 2016, on a envoyé l'ex-premier ministre togolais, Père Sonam, Edon Konjo, qui est venu pour stabiliser, pour partir, aller au dialogue et discuter. Donc, si on comprend bien en tout, le président de la République, qui est le président de l'Union africaine, doit commencer à réussir dans son pays pour qu'en Afrique, il y ait aussi une réussite palpable. Exactement, oui, mais pas tellement. L'essentiel, c'est que nous lui suggérons. Il peut envoyer des émissaires dans d'autres pays pour qu'ils aillent discuter avec le président en fonction et l'opposant en tête parfois. Même au Bénin, il y a le même problème. En Ouganda, partout en Afrique. C'est-à-dire en Afrique, il n'y a que des turbulences partout. Alors c'est au président de l'Union africaine d'essayer de faire asseoir sa politique
étrangère avec l'autre pays, quelque chose qu'il a déjà tracé avec son cabinet dans son agenda, c'est mieux de réfléchir sur ce qu'il peut faire avec la politique qui se passe au Sénégal, ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Bénin. C'est très déplorable. Alors à lui vraiment d'envoyer des émissaires qui peuvent aller discuter avec ces hommes d'État-là, ces politiciens-là, pour que l'Afrique soit en paix. Oui, nous sommes déjà pratiquement à la fin. Qu'est-ce que vous devez dire ou qu'est-ce que vous avez à dire au président de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, je disais, qui est aussi président de l'Union africaine? En deux mots, qu'est-ce qu'il doit faire pour que les Congolais puissent se soulager de cette souffrance sociale, économique et sécuritaire, et qu'est-ce qu'il faut qu'ils puissent commencer à faire de maintenant pour la réussite à la tête de l'Union africaine? Merci. La première des choses qu'il doit essayer d'abord dans notre pays, c'est de s'entourer des hommes et des femmes chevronnés qui ont l'expérience. C'est-à-dire associer les jeunes et les chevronnés. S'entourer des technocrates, les gens qui maîtrisent bien l'administration. Ce n'est pas seulement compter sur la diaspora. La diaspora, oui, mais quel genre de diaspora? Alors pour la politique étrangère en Afrique, comme lui est en tête de l'Union africaine, à lui de voir une bonne politique d'abord avec les pays frontaliers, 9 voisins qui entourent son pays, la RDC. S'il y a la paix entre les 9 voisins, ça va lui permettre d'avoir une bonne influence sur sa politique étrangère avec d'autres pays africains où il y a des troubles. C'est dans ce sens-là que je viens transmettre mon message au chef de l'État. Merci, M. Ousmane Kassadi. Merci à tous nos abonnés. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Nous saluons toute l'équipe technique, toute l'équipe rédactionnelle depuis la Belgique avec la supervision de Madame Béatrice Laou et ici à Kinshasa avec M. Kalombo que je suis. Les cordons, nous vous saluons partout avec derrière la caméra aujourd'hui, c'était Mo comme d'habitude, Mardoché à la technique, au montage. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouvel numéro que nous aurons à développer avec ces sujets. Nous savons qu'il y a trop à dire, mais le temps, nous allons revenir prochainement.